Alors cette année, j'ai commencé mes tests par l'iPhone 15 classique puisque pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix cette année, donc n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo, le test écrit également. Et puis je voulais prendre le temps aussi de tester cet iPhone 15 Pro parce que ça va être mon téléphone du quotidien, on l'utilise beaucoup pour les tournages et puis surtout il y a eu pas mal de polémiques. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que c'est assez solide? Est-ce que le titane ça vaut vraiment le coup? Bref, est-ce que cet iPhone 15 Pro est vraiment intéressant cette année? C'est ce qu'on va aller voir les amis dans cette nouvelle vidéo. Alors en préambule, pour être clair, l'iPhone 15 Pro Max, tout comme l'iPhone 14 Pro Max, c'est mon iPhone du quotidien. C'est-à-dire c'est un appareil que je connais très bien et que j'utilise dans ces dernières tranchements. On fait énormément de tournages avec cet appareil. Donc on a un usage ultra pro avec les drones, avec les caméras, avec des micros externes, etc. Donc on le connaît très très bien. J'ai aussi un usage du quotidien sur lequel un iPhone 15 pourrait tout à fait me suffire. Hein, les réseaux sociaux, regarder des vidéos YouTube, faire du monitoring de mes panneaux solaires, l'utiliser comme clé de la Tesla par exemple. Donc vraiment je suis pile dans la cible et je trouve pas que le terme pro soit galvaudé. Je pense que c'est important. Il y a vraiment un usage aujourd'hui qui est mixte, même dans les chaînes de télé, on utilise beaucoup des iPhones aujourd'hui, ça reste une caméra, hein, et je ne suis pas uniquement en train de vous parler de l'usage photo-vidéo, il y a énormément de professions qui l'utilisent pour un usage véritablement professionnel. Alors on va parler un petit peu de design, il y a eu pas mal de polémiques autour du titane. Alors au début, tout le monde était vraiment galvanisé par ce côté titanium vraiment exceptionnel. En fait, le titane, c'est essentiellement un revêtement externe, c'est-à-dire que le téléphone, il passe de l'acier à l'alu, on a un châssis en alu, ce qui génère beaucoup de propriétés très intéressantes, on va le voir juste après, mais le titane, il est uniquement sur le côté, c'est une espèce de plaquage en fait de titane, mais ça marche, c'est-à-dire que visuellement c'est quand même très très beau, et regardez d'ailleurs ces déclinaisons bleues, moi j'aime bien le titane naturel, je le préfère, Laurence adore le blanc qu'elle a eu, donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, et a priori, il ne devrait pas s'écailler, il ne devrait pas effectivement perdre sa teinture au fil du temps, il a cet aspect un petit peu plus doux, très agréable en fait au toucher, on a vraiment l'impression d'avoir un nouvel iPhone en main, il est aussi un petit peu plus salissant, c'est vrai, dès que vous mettez vos doigts, là on est obligé de le chiffonner tout le temps dès qu'on voulait faire des plans en vidéo. Alors il a des bords arrondis, là aussi très très agréable, mais en fait les bords arrondis c'est un petit peu comme les boutons qui salissent. La plupart du temps, on met quand même une coque de protection. Donc en fait, c'est pas des choses qui vont vraiment trancher, sauf si vous l'utilisez sans coque, évidemment. Mais c'est vrai que c'est plus sympa en main. On a un vrai bon feeling, d'autant qu'il est beaucoup plus léger. Donc là encore, c'est, je pense, essentiellement dû à l'aluminium. On perd une vingtaine de grammes, c'est quand même 10%. Donc quand vous reprenez un iPhone 14 Pro en main, vous voyez vraiment la différence. Sauf que si vous prenez un iPhone 12, en fait, c'est le même poids. C'est-à-dire qu'Apple a en fait rattrapé tout le poids qu'ils avaient rajouté avec les capteurs, avec les protections. Donc effectivement, on a un appareil qui a l'air quand même beaucoup plus agréable en main. Alors, est-ce que l'iPhone 15 Pro est plus fragile? C'est la grosse polémique, il y a eu plein de vidéos qui sont sorties. Bon, déjà c'est vrai qu'il a moins de bordure sur les écrans, donc c'est plus agréable, mais l'écran est un peu moins protégé. On a aussi du verre plus fin au dos. D'ailleurs, moi j'aime bien ce petit aspect mat, là, visuellement c'est très très réussi, mais du coup, c'est vrai qu'en main, on a l'impression d'avoir un téléphone qui est un petit peu plus fragile. Pas que l'iPhone ait été vraiment robuste jusque-là, mais on n'a pas envie de le laisser tomber, on n'a pas envie de l'utiliser sans coque non plus. Alors, nous, on l'a pas fait tomber exprès, contrairement à certains youtubeurs qui ont voulu faire le buzz. Mais je dirais que tout ça est en train de se tasser un petit peu. Il y a eu notamment cette vidéo de Consumer Report qui montre que l'iPhone en fait ne se tord pas aussi facilement qu'on le croyait, il a l'air aussi résistant que les autres, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Et surtout, la face arrière, ici, on peut la changer très facilement. Donc au pire, si vous la cassez, on va dire que cette année, ça fait un petit peu moins mal au porte-monnaie, même si pour l'écran, ce sera toujours très très cher, hein, ça change pas. Mais voilà, un iPhone forcément plus léger, il sera forcément un petit peu moins robuste. Alors, est-ce qu'on peut utiliser un iPhone 15 Pro sans coque? Franchement, moi je vous le déconseille, puisque même si on a du titane, même s'il va peut-être moins se rayer que l'acier, vous avez quand même toujours le dos en verre, vous avez toujours l'écran qui est quand même très affleurant. Et alors cette année, c'est vrai qu'Apple fait plus de coques en cuir, mais on vous a testé avec Sylvien ces petites coques là en tissu qui sont très sympas. Franchement, moi je les ai bien adoptées. Je trouve qu'elles elles ont un bon feeling et puis elles ont l'air de résister pour l'instant. On fera un point dans quelques mois pour voir comment ça vieillit. On a des jolis coloris aussi. Mais on peut se dire quand même qu'avec un bel appareil comme ça, on n'a pas forcément envie de les cacher. Et restez bien à l'écoute puisque je vais vous présenter des modèles assez intéressants. Alors justement, avec ces iPhone 15 et 15 Pro qui dépassent allègrement un millier d'euros, il est nécessaire de bien les protéger tout en profitant des matériaux nobles comme ce magnifique titane. C'était l'idée du lyonnais Shop System en créant des coques inédites et conçues en France avec plus de 14 ans d'expérience. Leurs coques ont la particularité d'être extrêmement fines afin de protéger l'iPhone sans dénaturer son design. Le fabricant mise aussi sur la qualité des finitions avec des ajustements et des perforations extrêmement précises afin de conserver toutes les fonctions des différents capteurs.
Alors le modèle original se présente par exemple comme une seconde peau qui va protéger l'iPhone des rayures et de l'usure avec seulement 0,3 mm d'épaisseur en faisant d'elle l'une des plus fines du monde. Et une toute nouvelle version baptisée Carbone offre un aspect fibre de carbone avec une excellente protection tout en conservant la finesse qui a fait le succès de la marque avec seulement 0,5 mm d'épaisseur. Malgré toutes ces qualités, elle reste évidemment compatible MagSafe. Alors si vous préférez les textures vraiment transparentes, vous avez le modèle Phantom qui est aussi proposé sur le site, véritable best-seller de la marque. Regardez, on a l'impression que l'appareil n'a pas de coque. Pourtant, elle protège efficacement avec un bon renfort au niveau du bloc photo. Shop System propose aussi des protections d'écran en verre trempé, 2,5D et 3D, ainsi que la coque invisible en silicone ou encore le modèle anti-choc Dana qui reste également très fine. Tous les liens pour acheter ces produits sont sous la vidéo et si vous utilisez notre petit code MacForever, vous bénéficiez de 10% de réduction sur la première commande, alors ne tardez pas trop. Alors, est-ce que l'iPhone 15 Pro chauffe et surtout, est-ce qu'il chauffe trop? Alors déjà, il y a un problème. Clairement, Apple a identifié un bug. Alors, ils nous parlent de bug logiciel, ils nous disent qu'il y a des problèmes avec certaines applications, qu'il va y avoir une mise à jour. Donc nous, on a fait la vidéo avant la mise à jour. On va vous dire ce qu'il en est en tous les cas dans nos tests. Mais c'est vrai qu'Apple a reconnu quand même une partie du problème, même s'ils ont l'air de dire que c'est pas quelque chose de normal, mais qu'ils pourront régler par la suite. Alors nous, on a fait déjà des tests dans l'application officielle d'Apple, qui est la caméra, qu'on utilise énormément. On filme en 4K, 60 images, là, pendant 10 minutes, regardez. On était à 42-43 degrés contre presque 50 sur le 15 Pro par rapport au 14 Pro. Donc déjà, c'est assez énorme. Et regardez, on atteint même les plus de 50 degrés derrière sur la coque. Donc c'est vrai que presque 10 degrés d'écart comme ça, c'est quand même beaucoup. Déjà que le 14 Pro chauffait, là, on est quand même un cran au-dessus. À l'inverse, dans les jeux, par exemple, regardez, là, on a eu que quelques degrés d'écart. Mais encore une fois, le 15 Pro chauffait plus que le 14 Pro. Donc oui, globalement, il chauffe quand même plus, voire beaucoup plus que son ancêtre. Alors, est-ce que cet iPhone 15 Pro chauffe trop? Ça, c'est vraiment la grosse polémique du moment. Bon, déjà, 50 degrés, clairement, vous n'allez pas vous brûler. C'est chaud, mais c'est pas non plus extrêmement chaud. Regardez, là, un chargeur Tesla, ça tient à 70 degrés. Un processeur d'ordinateur, ça peut monter à 100 degrés. Donc, on va dire que pour l'électronique, a priori, il n'y a pas de problème. Par contre, en termes d'usage, regardez, là, on a fait un petit test. On a mis le 15 Pro et le 14 Pro à côté. Et on l'a mis dans Waze avec de la charge sans fil dans la Tesla. Donc, les téléphones étaient un petit peu déchargés. Donc, ils chargeaient vraiment assez vite. Et regardez, le 15 Pro s'est tout simplement arrêté. Il nous a dit, laissez-moi refroidir, je continue pas de fonctionner. Donc ça, c'est vraiment problématique. Vous pouvez pas l'utiliser ici en GPS plus charge sans fil, ce qui est quand même un peu le truc de base dans une voiture. On a aussi eu un autre souci, c'est l'écran qui s'assombrit extrêmement vite. Vous savez que c'était un problème sur le 14 Pro, mais alors sur le 15 Pro, ça intervient encore plus rapidement. Et c'est amusant parce que quand vous mettez même un Samsung à côté, le Samsung reste très lumineux longtemps, alors que les iPhones vraiment abaissent leur luminosité. Mais là, le 15 Pro, franchement, en pleine journée comme ça, si vous filmez et qu'il fait un petit peu chaud, il devient très sombre, très vite, et c'est vraiment un problème. Je terminerai par une petite polémique. Alors là encore, on n'a pas eu encore le fin mot de l'histoire, mais dans certains cas, dans certaines BMW, apparemment le fait de mettre l'iPhone à charger uniquement le 15 Pro, ça détruirait sa puce NFC. Donc je ne sais pas si c'est lié ou pas à effectivement ces histoires de surchauffe, si c'est un problème de puce NFC, on ne sait pas encore, mais en tout cas Apple échange vraiment les téléphones. Donc vous voyez qu'on a quand même un vrai problème intrinsèque à l'appareil, de toute façon là durant nos tests et avant la mise à jour. Alors c'était sûr, Apple a sorti sa mise à jour pile pendant qu'on était en train de boucler la vidéo, du coup c'est pas grave, comme ça vous avez l'avant et l'après. En tout cas nous on a refait nos tests. Alors je commence par les mauvaises nouvelles, c'est que l'iPhone 15 Pro chauffe toujours plus que le 14 Pro malgré la mise à jour. C'est-à-dire que là on a fait des tests comparatifs avec notre petite caméra thermique qui ment pas, et on a enregistré entre 2 et 4-5 degrés de plus avec le 15 Pro qu'avec le 14 Pro, ce qui est étonnant puisqu'on est sur un châssis maintenant essentiellement aluminium. On a aussi une puce qui est gravée plus finement, donc on s'attendait à avoir un téléphone qui chauffe moins. Là c'est pas le cas, on reprend encore des degrés supplémentaires. Alors j'ai quand même toujours des petites pointes à 50 degrés là sur la coque arrière, donc ça reste quand même assez élevé, 48-49 sur l'écran avant, là où le 14 Pro lui il a du mal à dépasser les 46-47 degrés, mais l'écart s'est réduit, c'est-à-dire par exemple dans l'application caméra j'avais souvent 7-8 degrés quand même de différence, rappelez-vous. Là on va dire que c'est passé à 3-4, donc il y a vraiment eu quand même un gros travail d'Apple, même s'il y a toujours une différence entre nos deux modèles. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'Apple a réduit les performances, a baissé les fréquences de ses puces? A priori non, puisque là dans Geekbench, dans 3D Mark, j'ai les mêmes scores, y compris si je refais le test plusieurs fois. On a même des fois des scores un tout petit peu plus élevés, mais bon, ça joue vraiment à pas grand chose. Ce qu'il faut quand même voir, donc, c'est qu'Apple n'a pas baissé les fréquences, mais la fréquence de la 17 Pro, il est quand même à 3,78 GHz contre 3,46 sur la 16, ça veut dire que c'est presque 10%, et 10% c'est ce qu'on nous annonce sur le CPU cette année. C'est-à-dire que, en fait, à fréquence équivalente, on a l'impression que la puce a à peu près les mêmes performances, et 10% c'est aussi l'écart de température qu'on observe. Donc quelque part, Apple a été un peu forcé d'augmenter les fréquences cette année, ce qui est assez étonnant.
étonnant hein, sur une nouvelle architecture et sur de la gravure quand même beaucoup plus fine. Alors l'écran, lui, il s'assombrit toujours un petit peu plus vite sur le 15 Pro par rapport au 14 Pro malgré la mise à jour, mais ça met un peu plus de temps. On va dire que c'est plutôt autour de 10 minutes, alors qu'avant c'était dans les 2 premières minutes. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même si le 14 Pro c'était quand même pas terrible en été. Hein. Souvent l'écran s'assombrissait vraiment beaucoup et très vite avec les fortes chaleurs, donc on le verra ça l'été prochain. Il faut aussi savoir que j'ai pas eu le temps de tester en voiture avec le GPS, la charge sans fil. Vous vous rappelez, le téléphone c'était vraiment éteint. Donc là, je referai des tests un petit peu plus longs parce que voilà, il faut quand même quelques dizaines de minutes, des fois 1 heure avant qu'il s'éteigne. Donc ça, bien sûr, je vous mettrai dans le test écrit. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez observé des comportements un petit peu bizarres avant et après la mise à jour. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même pas très rassurant d'avoir un téléphone qui chauffe de plus en plus alors qu'on a baissé en finesse de gravure, alors qu'on a un nouveau châssis. Moi, vraiment, j'espérais le contraire cette année. Donc j'espère qu'ils feront des efforts l'année prochaine, mais on change pas de finesse de gravure quand même tous les ans. Alors là-dedans, on a donc une nouvelle puce A17 Pro qui est gravée à 3 nanomètres, donc on se dit cool, plus d'autonomie. Ah bah non, manque de peau. Alors on se dit plus de performance, bah pas vraiment, puisqu'on est qu'à plus 10% sur le CPU, plus 20% sur le GPU. Là, c'est déjà un petit peu mieux. Et regardez, on se rapproche quand même petit à petit hein, du score des Mac, donc on se dit que c'est quand même pas mal dans un téléphone. On est même plus rapide que les Mac M1, M2 en monocœur, donc c'est logique hein, puisqu'on est sur une nouvelle architecture. Sur la partie GPU, regardez, on a quasiment les perfs d'un Mac M1 là, avec nos iPhone 15 Pro, donc c'est assez impressionnant. Et puis Apple a rajouté plein de petites choses, par exemple le décodage du format vidéo AV1 qui est très populaire, donc si vous regardez beaucoup de vidéos comme ça, vous allez gagner en autonomie. On a le Ray Tracing qui arrive dans les jeux vidéo, ça permet d'avoir un rendu qui est proche des consoles, des gros PC. Et on va avoir un jeu comme Resident Evil Village qui va sortir bientôt, qui va exploiter tout ça. On a aussi la RAM qui passe à 8 Go contre 6 auparavant, ça va permettre de charger un petit peu plus de textures, d'avoir des temps de chargement un peu moins long, mais je dirais que toutes ces nouveautés, on va pas les voir là tout de suite sur les jeux, on va les voir d'ici quelques années, le temps que les éditeurs prennent ça en route, mais en tout cas c'est quand même une belle amélioration, même si effectivement on peut être un peu frustré sur l'autonomie, sur les perfs brutes là maintenant. Alors c'est vrai qu'on a une puce qui est un peu plus rapide en termes de fréquence, on a le GPU qui est plus performant, alors tout ça c'est vrai, on va dire les 30 premières secondes. Regardez dans ce petit stress test là que je vous ai fait, donc c'est toujours intéressant de voir qu'entre la première et la deuxième boucle, on perd 30% de performance, c'est énorme, mais on avait le même ratio hein, sur l'iPhone 14, donc pas de jaloux. Ce qui est intéressant, c'est de voir Samsung, regardez, on a l'impression hein, que ça chauffe un petit peu moins vite, la courbe baisse moins vite, mais elle se stabilise à peu près au même endroit que les iPhones. En tout cas, ça confirme quand même une chose, il n'y a pas en tout cas de surchauffe ou de baisse vraiment drastique de performance par rapport à un 14 Pro cette année. Alors est-ce que cette nouvelle structure avec du titane, ça embête un petit peu les ondes? Est-ce qu'on capte moins bien la 5G? Au contraire, est-ce que c'est un peu mieux? Et bien écoutez, la réponse c'est il n'y a pas tellement de changements. J'ai fait pas mal de tests dans plein d'endroits différents, j'ai même comparé à Samsung. Alors June lui a trouvé que c'était un petit peu mieux cette année, moi je trouvais que c'était un petit peu moins bien, mais on est sur l'ordre de grandeur qui est vraiment ridicule, donc pas d'incidence a priori. En tout cas, il n'y a pas de problématique dans ce que j'ai pu tester par rapport au titane. Alors ça c'est une nouveauté très cool, l'arrivée du Wi-Fi 6E sur les iPhones, alors uniquement donc les 15 Pro, puisque ça permet d'avoir du vrai Wi-Fi gigabit, d'avoir au moins 150, 160 mégaoctets secondes. Je vous avais fait une vidéo quand c'est sorti avec des bornes Orbi, mais sur Mac j'ai toujours été un petit peu déçu puisque les Mac, les iPads, voilà, les débits n'étaient pas très stables, les contrôleurs n'avaient pas l'air vraiment au point. Donc là j'ai refait un test avec le M6 Pro de Netgear, donc il y a un modem portable qui est 5G, Wi-Fi 6E avec des ports très rapides en USB, en Ethernet. Je vous ferai un test complet hein, bientôt, mais en tout cas là j'ai monté un petit Mac en serveur web et puis j'ai fait des tests donc directement avec l'iPhone 15 Pro et regardez les débits, je suis à 150, 160 mégaoctets secondes et surtout très stable, donc ça c'est vraiment hyper bien par rapport à avant. Ce sera super bien pour les Mac aussi qui auront le Wi-Fi 6E prochainement. Je pense qu'ils auront les mêmes contrôleurs ou peut-être la petite mise à jour software qui va bien. Et puis regardez par rapport à Samsung, on est même un petit peu au-dessus. Hein. Samsung était plutôt à 120, 130 mégas. Et l'iPhone 15, qui lui n'a pas le Wi-Fi 6E, bah, il est entre 60 et 80 mégaoctets secondes. Il fait des petites pointes des fois à 100, mais ça dure pas longtemps. Donc vraiment, c'est un atout majeur sur ces iPhone 15 Pro d'avoir ce Wi-Fi 6E. Alors on peut même les brancher maintenant en Ethernet. Alors on pouvait déjà le faire avec le Lightning, mais là on peut avoir de l'Ethernet gigabit avec tout le débit. D'ailleurs on a fait des tests, hein, on est à 110, 120 mégaoctets secondes, donc le maximum. Donc ça c'est vraiment très bien. Alors pour quel usage? Bah, moi j'en vois quelques-uns. C'est-à-dire si vous devez télécharger des gros fichiers, que vous avez de la 5G, vous voulez avoir le débit maximum. Si vous voulez aussi pour des questions de sécurité, pas mettre de Wi-Fi entre un modem et puis votre téléphone, ça peut être aussi un usage. Donc voilà, oui c'est un petit peu pour les geeks, oui ça peut être pour les pros, mais c'est quand même très pratique ponctuellement d'avoir l'Ethernet. Alors l'USB-C, j'en ai beaucoup parlé dans mon test de l'iPhone 15, donc je vais pas faire de redite. Allez voir, il y a plein de petits trucs rigolos maintenant, on peut charger ses AirPods, on peut charger plein d'accessoires, on peut même recharger un autre téléphone, donc ça c'est rigolo. On a vu aussi que ça pouvait être une super console de salon, alors c'est encore mieux avec ce modèle qui accepte plus facilement la 4K à 60 images par seconde, ce qui veut dire que vous pouvez vraiment jouer à des jeux d'une qualité
côté console de jeu. C'est-à-dire si on a le Resident Evil là qui va sortir, on peut se dire presque, je peux me passer de console de jeu, je peux juste brancher mon iPhone en 2.2 avec mon petit dock, ma petite manette de PS5 et vraiment je joue rapidement. Avant c'était plus compliqué, on pouvait le faire un peu mais c'était en 1080, on pouvait pas brancher des manettes dessus, il fallait le faire en Bluetooth et tout. Là vraiment, il y a un vrai usage qui se crée. Un autre usage, moi, que j'ai trouvé très intéressant, c'est mon fameux modem Netgear là, que j'ai utilisé pour le Wi-Fi 6E. Je peux le brancher directement en USB. Je suis pas obligé de le mettre en Ethernet. Je peux le brancher directement sur le port. Je vais avoir le débit maximum. Donc quand même, on a des cas comme ça qu'on n'avait pas avant qui sont vraiment très intéressants. Alors quand j'ai testé l'iPhone 15, tout le monde disait mais en fait le filaire, personne l'utilise, c'est un cas marginal. Et ben moi je suis pas d'accord, je suis encore moins d'accord sur ces iPhone Pro, puisque là-dessus on a quand même des grosses capacités de stockage. Bon, on monte qu'à 1 Tera cette année, j'aurais bien aimé que ça monte à 2, mais l'air de rien, pour sauvegarder ça, si vous prenez du cloud, déjà c'est lent, ça demande de la fibre ou de la grosse connexion, ça vous pourrit quand même un petit peu le réseau, et puis surtout ça coûte cher. Du cloud chez Apple, c'est 10 € par mois, si vous avez un iPhone de 1 Tera pour le sauvegarder, donc c'est quand même assez cher, ça fait 120 € par an. Moi franchement, je préfère acheter des disques, des SSD externes. Et d'ailleurs, regardez les SSD, j'ai mesuré quand même 600 à 700 mégaoctets secondes dessus, alors que là-dessus, on est, on va dire, à 50-60, donc c'est vraiment beaucoup plus rapide, et surtout c'est plus rapide quand vous voulez faire des copies. Quelqu'un vous prête une clé USB pour avoir des vidéos, des photos d'un tournage, ou vous voulez sauvegarder, par exemple, le téléphone est plein, vous voulez sauvegarder toutes vos vidéos, ça va quand même beaucoup plus vite. On peut vraiment aller 20 fois plus vite qu'un iPhone 15 avec cette USB 3 à 10 Gigabits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très bien, même si c'est un petit peu spécifique. Pour les usages pro, c'est extrêmement utile. Alors par contre, l'USB chez Apple, c'est encore un peu la préhistoire. Déjà, vous pouvez pas formater une clé USB avec l'application fichier, ça marche pas, il faut la formater depuis le Mac. Bon, voilà, quand vous êtes en mobilité, vous avez intérêt à avoir un ordinateur. Ensuite, vous pouvez pas lui dire, tiens, sauvegarde-moi tout sur un support externe. Par exemple, la photo, la vidéo, ça pourrait être cool de sauvegarder uniquement sur la clé USB ou sur les deux en même temps, par exemple. On peut pas le faire. Et puis pour certains usages, par exemple, vous voulez filmer en log, en ProRes, là on en a parlé dans notre vidéo comparative, là il va vous imposer un support externe sur certains formats, et le support externe, il va pas contrôler la vitesse. Par exemple, j'ai mis une petite clé USB 3 là, mais qui va pas très vite, à 60 mégaoctets secondes, il accepte d'enregistrer là-dessus, alors que la clé est pas très rapide. Alors que regardez, on a mesuré le disque interne à plus de 1 gigaoctet seconde. C'est un petit peu ridicule. Sur un autre segment, moi j'aimerais bien quand je branche mon iPhone, par exemple, sur un écran externe, que j'ai tout simplement un Mac, que j'ai voilà, une petite interface qui me permet de naviguer dans les fichiers avec des grosses interfaces. Non, non, on a juste une réplication d'écran. Donc vraiment, je pense qu'il y a un gros potentiel autour de l'USB, mais Apple l'exploite pas du tout, ni pour le stockage, ni pour les usages. Donc ça, j'espère que ça va évoluer, je suis assez confiant quand même là-dessus. Bon, fallait que je vous fasse un petit retour sur ce nouveau bouton Action que j'utilise depuis 2 semaines, donc qui remplace le bouton silencieux, mais moi, en fait, mon téléphone était tout le temps en silencieux, donc autant que ça serve à quelque chose. Finalement, je trouve ça assez utile de mettre quelque chose dessus. Et ce que j'ai le plus utilisé, c'est le bouton caméra, finalement, que ça déclenche l'appareil photo. Ça, quand vous faites des tournages, très très pratique, quand vous êtes voilà, en vacances, vous voulez juste prendre des photos, franchement, c'est génial, vous laissez le doigt enfoncé, vous êtes tout de suite dans l'application. Mais par contre, au quotidien, je trouve que ça manque un peu de personnalisation. Par exemple, on peut mettre des raccourcis, c'est vrai, mais ces raccourcis, souvent, c'est très limitant. Par exemple, moi, j'aimerais bien que s'il fait nuit, ce soit la lampe torche qui s'active, que si je suis près de ma Tesla, ça m'ouvre le coffre, que si le coffre est ouvert, ça me le ferme, que je sois pas obligé d'aller faire un menu de raccourcis qui est un petit peu plus compliqué. J'ai vu des gens faire des véritables usines à gaz avec plein de menus dans tous les sens, et à la fin, tu te dis, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire ça plutôt qu'une petite application en raccourci tout simple? Donc, j'aimerais pas que les gens soient perdus avec ça, et j'aimerais bien que ce soit pratique et facilement personnalisable. Peut-être que ça va arriver, Apple fait quand même évoluer son software chaque année. Alors, est-ce que l'autonomie est meilleure sur ces iPhone 15 Pro et 15 Pro Max? Eh bien, la réponse est plutôt non. C'est-à-dire que même si la batterie a légèrement augmenté, que la puce est gravée un petit peu plus finement, Apple affiche à peu près les mêmes autonomies que l'an dernier. En gros, le 15 Pro, moi je finis pas la journée en usage intensif, alors qu'avec lui, je finis mais tout juste, donc je suis quand même assez déçu. Et la meilleure autonomie, je l'ai eu en fait avec les 15 et les 15 Plus, en moyenne 20 à 30% en plus, donc ce qui est quand même pas négligeable. En usage modéré, on va dire qu'on finit la journée avec les deux, celui-là finit plutôt à 30%, donc c'est vrai que si vous voulez vraiment de l'autonomie, prenez les grosses versions, mais voilà, par rapport voilà, au progrès, à la capacité, je trouve que c'est quand même un petit peu décevant cette année. Les iPhones sont un peu moins bons quand même que la concurrence sur l'autonomie. Alors, pas de charge plus rapide pour ces iPhone 15 Pro, c'est la même chose que les 15, c'est la même chose que l'an dernier en fait sur tous les téléphones, c'est-à-dire qu'on va avoir en gros 50% en 30 minutes à 27 watts, c'est pas mieux, pas moins bien.
C'est un peu dommage, en plus il n'y a pas de chargeur dans la boîte, il faut au moins un chargeur de 30 watts, donc il faut l'acheter à côté. En plus le câble qu'on vous donne, il est que USB 2, donc si vous voulez un câble USB avec les 10 gigabits, il faut racheter. Donc il faut vraiment tout racheter chez Apple, c'est un petit peu casse-pied. Bon, le seul truc bien, c'est que cette année, on a de la charge sans fil à la norme Qi 2, donc il n'y a pas encore d'accessoires en Qi 2, mais ça permet d'éviter de donner des sous à Apple dès que vous achetez un accessoire MagSafe, donc ça va être vraiment pas mal. Mais voilà, je suis un petit peu déçu cette année, j'aurais quand même aimé de la charge un peu plus rapide, au moins sur les pros. Bon, on va parler rapidement de photos et de vidéos, rapidement parce que j'ai déjà fait une énorme vidéo qui m'a pris une bonne semaine. Je compare le 15 Pro Max avec le Samsung Galaxy S23 Ultra, donc allez la voir. On teste tous les capteurs, tous les zooms et tout, c'est vraiment hyper intéressant. Je voulais juste quand même préciser 2-3 petites choses. Déjà, est-ce que le capteur a changé cette année? Parce que pendant la keynote, c'était pas très clair. En fait, le 15, lui, il a un capteur qui est 30% plus petit que l'iPhone 15 Pro. D'ailleurs, je vous l'ai mis dans le comparatif. Vous allez voir que c'est pas forcément le 15 Pro qui était le meilleur, mais surtout, face au 14 Pro, regardez, il n'y a pas tellement de différence. En fait, on a à peu près les mêmes images en plein jour, même si, regardez, quand on zoome au max, il y a toujours ce petit effet de flou que j'avais aussi face au 15. Et ça, je comprends pas. Regardez, la peau est un petit peu plus lissée. On perd légèrement en détail. Bon, vraiment, je pinaille ici. Mais c'est vrai que cette année, c'est quand même un petit peu décevant que ce capteur principal n'ait pas évolué. Alors du coup, j'ai fait un peu des tests en 48 mégapixels. Regardez ici, franchement, ça se vaut largement. Même si, regardez, quand on zoome là, on a ce petit phénomène, encore une fois, d'image un petit peu lissée, un petit peu floue. Regardez, là, les branches, elles se fondent dans le cheval, alors que sur le 14 Pro, elles se détachent bien. Dans le fond de l'image aussi, on a un peu le même phénomène. En fait, c'est pas très grave, mais c'est étonnant de régresser en qualité, pas de progresser. Donc voilà, le capteur, à mon avis, est identique, mais le traitement est un petit peu différent derrière. Je vous ai fait aussi un petit exemple de nuit. Bon, là non plus, pas de grande différence, même quand on zoome. Donc je dirais que c'est plutôt rassurant, mais j'aurais peut-être aimé quand même cette année que ça progresse un peu au niveau du capteur principal. Alors c'est dommage que sur le 14 Pro, ils n'aient pas rajouté les photos à 24 mégapixels. Hein. C'est un bon compromis entre 12 et 48 du capteur qui fait vraiment des gros fichiers. Puisque regardez, la différence entre un 24 et une image en 48 mégapixels, bah finalement on perd quasiment pas de détails. Hein. Vous voyez ici les lettres qu'on arrive à lire à peu près de la même façon. Et en plus, les fichiers pèsent pas très lourd. Donc ça, c'est vraiment une des fonctionnalités très intéressantes. Je vous en ai parlé aussi en détail dans le test de l'iPhone 15, j'ai des petits comparatifs entre les deux types de fichiers, donc pour moi c'est vraiment une nouveauté très intéressante. Moi, le 24 mégapixels, ce sera mon format par défaut désormais. Alors je voulais aussi revenir sur la différence entre le Pro et le Pro Max. La différence, c'est le zoom, puisque là-dessus on a donc le nouveau zoom x5 que je testais dans le comparatif, alors que là on garde le x3 de l'année dernière. Alors en fait, c'est bien et pas bien tout ça, puisque là-dessus on pourrait regretter de ne pas avoir le x5, mais là-dessus on regrette de ne pas avoir le x3, puisque c'est le 70 mm. En fait, c'est un petit peu le zoom des portraits avec un bokeh même naturel qui est plutôt pas mal. On a du x2, c'est vrai, mais voilà, quand vous devez faire un mode portrait par exemple, eh ben, il faut vous rapprocher un peu plus, c'est un petit peu moins sympa. Donc c'est vrai qu'il y a rarement un photographe qui part avec, j'en sais rien, un 24 mm et puis un 120 mm. Donc là, il manque quelque chose. Samsung a gardé sur le S23 Ultra. Donc c'est vrai que quand on est photographe, devoir hésiter entre le Pro et le Pro Max pour le zoom, je trouve que c'est pas terrible. Ils auraient dû le garder. Bon après, c'est vrai que ça aurait fait un carré ici d'objectif, ça aurait été un petit peu bizarre quand même. Alors vous savez que le zoom x5, je l'ai adoré, hein. Allez voir donc la vidéo comparative, mais vraiment, je trouve que c'est exceptionnel le travail qu'a fait Apple avec ça. Par contre, au quotidien, il faut faire attention. Moi, souvent, je zoome sur un menu d'un restaurant, par exemple, pour faire de la traduction, pour faire tout un tas de choses, pour faire des scans aussi. Et en fait, le x5, il va rarement utiliser le zoom optique à petite distance, parce qu'il n'arrive pas à faire le point, en fait. Et du coup, il va utiliser le 48 mégapixels, qui va zoomer énormément dans le capteur, il va faire un gros zoom numérique à la fin, et vous allez avoir une image absolument dégueulasse. Et surtout, la transition entre le zoom optique et le zoom numérique, eh ben, vous la voyez, vous, à l'œil nu, mais il ne va pas vous l'indiquer à l'écran. Et ça, il faut faire attention, puisqu'on peut avoir des très belles images zoomées 5 fois, et une image absolument dégoûtante avec le capteur principal. Ça fait partie des petits trucs d'Apple, des petits automatismes sur lesquels on n'a pas la main, qui sont pas forcément très agréables. Allez, un dernier petit truc cool en vidéo, regardez le mode cinématique, vous savez, avec le faux flou d'arrière-plan, et ben maintenant on peut faire un zoom 2 fois pendant l'enregistrement, donc ça c'est plutôt pas mal. Et surtout, regardez, le détourage est vraiment intéressant, je trouve qu'il progresse vraiment d'année en année, on n'en parle pas souvent, mais c'est quelque chose, moi, que j'utilise pas énormément, mais qui est quand même assez pratique et qui gagne en qualité, donc on pourrait se dire, voilà, peut-être d'ici quelques années, je vais me mettre à intégrer ces plans-là, en tout cas, là ça devient vraiment pas mal. Bon, est-ce qu'on achète ces iPhone 15 Pro? Bah écoutez les amis, autant sur le 15, j'étais vraiment très emballé, hein. Je lui ai mis un 10 sur 10 pour ceux qui n'ont pas lu encore le test. Allez-y, là je suis un petit peu plus mitigé. Alors pour nous, nos usages qui sont très photo vidéo, très spécifiques, moi j'adore, hein, le zoom x5, la 4K 60 qui change de capteur, le log, l'USB-C à 10 gigabits, le Wi-Fi 6E, les 24 mégapixels, c'est vraiment taillé pour ce qu'on fait. Donc ça c'est vraiment génial. Mais c'est vrai que en face, on a un appareil qui chauffe quand même
un petit peu anormalement, on a ce capteur principal qui évolue pas vraiment, on a l'autonomie qui s'améliore pas, on a toujours que 128 Go là sur la version Pro non max. Ici, heureusement, ils ont mis 256 Go, ça me paraît un petit peu le minimum, puisque les usages augmentent hein, avec les photos, avec le log, etc. Moi, je dirais que si vous avez un iPhone 11 Pro et précédent, c'est clair que ça vaut le coup, vous allez faire un énorme bond en avant en termes de photos vidéo, en termes d'écran, en termes de performance. En plus, vous avez l'USB-C qui arrive cette année. Par contre, si vous avez un 12, 13, 14, bon, moi je suis pas persuadé que ça vaille encore le coup. Attendez, faites durer un petit peu vos téléphones. Et si vraiment vous voulez changer, les amis, regardez bien quand même cet appareil. À part, voilà, de ne pas avoir les 120 Hz, le ProMotion. Franchement, ici, on a presque un mini iPhone 15 Pro. Hein. Moi, j'ai pas du tout été frustré en utilisant cet appareil. Donc, allez voir mon petit test. Je pense que le meilleur iPhone Pro cette année, c'est peut-être l'iPhone 15 de base. En tout cas, j'attends bien sûr vos commentaires. Et voilà les amis pour ce test des iPhone 15 et 15 Pro. Je vous rappelle qu'il y a un test écrit aussi sur Mac Forever si jamais ça va trop vite. Je vous ai fait donc le comparatif photo vidéo avec le S23 Ultra, le test de l'iPhone 15 aussi également disponible sur Mac Forever. Vous avez toutes les cartes en main pour choisir votre appareil, bien sûr. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à prendre un abonnement VIP, ça nous permet de faire ces tests en toute indépendance. En attendant, on like, on s'abonne à la chaîne. Moi je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.